Bonjour, ça fait très plaisir de voir beaucoup de monde, des têtes qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. En tout cas, vous êtes tous fidèles à notre colloque annuel. Vous savez qu'on a toujours pour habitude de prendre des thèmes qui non seulement mobilisent notre communauté, mais qui mobilisent surtout la communauté nationale, parce que ce qui nous importe, c'est bien entendu la situation des Juifs en France. Ce qui nous importe, c'est également le lien de la France avec Israël. Et on a beaucoup à faire sur ces deux domaines. Et savoir que nous avons régulièrement des supporters qui non seulement nous suivent dans nos colloques, dans nos événements, mais qui aussi régulièrement animent nos débats et excitent un petit peu notre intellect, eh bien, on est très content de vous voir là et de vous avoir aujourd'hui, en tout cas pour ce colloque. Nous étions habitués à être à Radio J des intervenants fidèles de la radio sur le plan idéologique et également sur un plan plus amical. Nous partagions de nombreux combats. Il s'avère que depuis 20 ans, nous avions une émission que vous tous connaissez, qui était un édito le dimanche après-midi. On nous a prévenu le vendredi qui précédait le dimanche où nous devions intervenir que l'UPJF n'avait plus le droit d'antenne à la radio juive. Voilà. Claude Barouche et nous tous, et vous tous, je crois qu'on était d'accord pour dire que c'était pas normal que sur la plus belle avenue du monde, on ait constaté ce qu'on n'a jamais constaté sur les grandes avenues du monde. On n'a jamais constaté sur la 5e avenue, ou sur la plus grande avenue de Moscou, ou sur les plus grandes avenues de Londres ou d'Allemagne, on n'a jamais constaté de manifestations aussi violentes, avec autant de dégâts et de feux et de mise à sac de boutiques. Eh bien, on avait estimé, et je crois que c'était tout à fait légitime, qu'un ministre de l'Intérieur qui laisse passer ça n'avait qu'une seule chose à faire, c'était donner sa démission. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu à une nouvelle direction qui venait de prendre les rênes de Radio J. Monsieur Dovzera a donc souverainement décidé que l'UPJF n'aurait plus la parole à Radio J. Je voudrais préciser quand même deux choses. La première, c'est qu'on ne nous a jamais fait cadeau de temps d'antenne, mais que c'était l'UPJF qui finançait ces émissions depuis 20 ans. Mais pour autant, nous sommes toujours présents dans tous les combats. On vous remercie d'être avec nous. On fait des événements. Vous allez voir des tables formidables et Claude va vous en parler. Vraiment merci d'être là puisque effectivement on a été privé d'un support d'information, mais vous êtes là, on est complet pour cette demi-journée et plus même surbooké. Vous allez voir qu'effectivement, comme le disait Édouard, on a un plateau extrêmement relevé. Tout ce que j'ai entendu sur l'antisémitisme jusqu'à aujourd'hui, c'est une description de l'antisémitisme. Ce sont les actes que l'on a bien voulu décrire, mais jamais je n'ai entendu parler avec virulence des sanctions et de l'application de ces sanctions. J'ai déjeuné avec Daniel Knoll il y a une semaine. La maison de sa maman, depuis son décès, est sous scellé. Daniel ne peut pas rentrer chez sa maman, il ne prend que le courrier, il s'en va. De la même façon, on est en train de revenir, pour une raison que j'ignore, sur le crime antisémite de Madame Halimi. Je pense que les avocats en parleront tout à l'heure, et les journalistes aussi d'ailleurs. Moi, je n'arrive pas à croire que ce garçon soit fou, ce garçon qui insultait la famille Halimi dans les escaliers depuis plusieurs mois, ce garçon qui a crié à l'Akbar pendant toute la période de l'assassinat, y compris en jetant cette dame par la fenêtre. Moi, j'arrive pas à croire. Alors, je me pose une vraie question. Quel est l'intérêt, aujourd'hui, de cacher tout cela aux Français et de ne pas leur dire la vérité? Le président de la République a fait un superbe discours au CRIF de la vie générale. Sauf que, quand on parle de sanctions, et notamment contre l'antisionisme, on remet ça, mais mon ami Maillard qui va venir tout à l'heure vous le dira mieux que moi, on remet ça après les élections européennes. Je vais vous dire, je vais peut-être être une mauvaise langue, mais est-ce qu'on veut se protéger un électorat qui, évidemment, si on prenait des gestes forts contre l'antisémitisme, irait voter ailleurs? Est-ce que c'est ça qu'on veut protéger? Il y a aujourd'hui sur mon bureau, comme celui de mon ami Chemouni qui est au premier rang pour le BNVCA, en moyenne, 3 ou 4 attaques par jour et je vous assure que je minore. 3 ou 4 actes antisémites par jour et je minore.
C'est pas possible de continuer comme cela. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, et Édouard et moi, on est prêts à répondre bien sûr à vos questions. Je voudrais comprendre quel est le niveau de formation des journalistes à qui, vous, dans la presse, on donne la parole ou on donne la plume. Est-ce qu'à un moment, il y a des sanctions quand ils racontent des conneries ou des mensonges, que ce soit délibéré ou par ignorance? Et j'espère entendre qu'il y a un système qui s'assure de leur niveau d'éducation sur le sujet qui nous préoccupe, conflit israélo-arabe, histoire d'Israël, histoire juive, etc. Merci. Bonjour, alors vous avez raison, le niveau de formation est un vrai problème. Je suis journaliste depuis maintenant un peu plus de 17 ans et j'ai travaillé d'ailleurs avec Yvan Rioufol pendant de nombreuses années au Figaro. On travaillait au sein d'un secteur qui a toujours été vraiment une vitrine importante de ce journal, qui était les pages débat et opinion. Et à l'époque, c'était donc le début de ce qu'on a appelé la deuxième intifada. Le contexte idéologique, vous le connaissez, c'était celui de l'apparition en pleine lumière d'un islamo-gauchisme particulièrement virulent à l'égard d'Israël. Je dis bien à l'égard d'Israël, pas de la politique israélienne, qui est évidemment, à mes yeux, toujours critiquable, mais à l'égard d'Israël en tant que tel, de sa légitimité d'État démocratique au Proche-Orient. Et Yvan peut en témoigner. À l'époque, il y avait 3 titres de presse qui, dans la presse écrite, allaient à l'encontre de cette doxa, on va dire, majoritairement anti-israélienne. C'était le journal où nous travaillions. Le Figaro a fait énormément dans cette séquence-là, entre 2001 et 2005, pour répondre à cet antisionisme particulièrement pervers qui avait pris ces quartiers, avait littéralement squatté certains journaux. Ça, il faut le reconnaître. Et parallèlement, il y avait 2 autres titres de presse qui ne sont pas négligeables dans le paysage de la presse française, qui allaient aussi à l'encontre de cette doxa anti-israélienne. Donc vous voyez, j'allais dire, nous ne sommes pas seuls. C'était l'Express, sous l'influence de son directeur d'alors, Denis Jambard. Il a fait un énorme travail pour aller à l'encontre de l'antisionisme répandu, c'est vrai, dans une partie de la presse. Donc ça doit être noté et on doit rétrospectivement l'en féliciter. Et il y avait un 3e titre de presse qui ne représente peut-être pas d'ailleurs la sensibilité majoritaire de cette salle, mais il faut le reconnaître que sous leur influence, il y avait eu un vrai travail qui avait été fait pour aller à l'encontre des préjugés antisionistes, c'était Marianne. Et il y a une chose qu'on ne peut pas enlever rétrospectivement aux Marianne de ces années-là, c'est le fait d'avoir lutté contre l'antisionisme, dont on sait bien aujourd'hui qu'il est, comme l'a dit Macron, et sur ça il a évidemment raison, le vrai visage de l'antisémitisme. Marianne, avec tous les défauts qui sont les siens, a été un news magazine qui a nommé le néo-antisémitisme à visage antisioniste pour ce qu'il était. Et ils l'ont fait parallèlement à notre journal d'alors, Le Figaro, et à l'Express d'alors, dès l'année 2001, ce qui est, dans un paysage de la presse qui a été par ailleurs, si vous voulez, si retardataire dans la prise de conscience, ce qui est quand même à mettre à leur actif avec toutes les nuances. Je pense, contrairement à ce qu'a dit mon ami Alexis Lacroix tout à l'heure, que la presse, les médias d'une façon générale, et heureusement, avec de nombreuses exceptions, jouent un rôle détestable dans la préparation de l'antisémitisme par les masses, et notamment par, on va le dire très clairement, les musulmans radicaux qui se sentent d'une certaine façon encouragés par ces médias. Le reportage de Madame Lucet, détestable sur Gaza. Nous avons fait une manifestation. Juste derrière, j'ai écrit au président de la République, à titre personnel, en tant que président de l'UPJF, et je lui ai dit que ça ne pouvait pas durer. Non pas parce que ça me gênait, parce que l'image d'Israël, je la connais, c'est celle que nous avons tous, celle que nos amis non-juifs ont, c'est l'image d'un pays en pleine expansion, en plein bonheur, et dont le seul désastre, c'est cette guerre qui détruit ses enfants. Donc, je n'avais pas de doute en lui écrivant. J'ai eu 8 jours après une réponse de son directeur de cabinet, M. Collère, me disant qu'il transmettait mon courrier au CSA et qu'effectivement, il se posait lui-même des questions. Je tiens le courrier à la disposition de tous ceux qui me le demanderont. J'ai reçu une lettre du CSA jeudi, me disant qu'après avoir interviewé des gens, il s'avère qu'il ne retire pas un mot du reportage de Mme Lucet. Or, comment voulez-vous que les jeunes de banlieue puissent, après avoir entendu, après avoir vu des reportages de ce type, et on en a vu de nombreux, vous le savez bien, puissent se conduire correctement et puissent avoir une vision du juif correcte, réaliste et véridique. C'est quasiment impossible et c'est pour ça que je ne leur en veux pas.
C'est un problème particulier. Alors voilà, on va débattre aujourd'hui de ce premier sujet qui est la désinformation, la manipulation, à mon avis, de certains médias français. Voilà, merci à vous. Aujourd'hui, c'est la loi en face de l'antisémitisme, c'est les responsables politiques en face de l'antisémitisme, c'est l'ensemble des médias en face de l'antisémitisme. Mais en face, c'est pas du débat, c'est prendre position, des positions claires et nettes. On va donc vous présenter 3 tables, une table qui va être faite de journalistes qui sont là, la table des intellectuels qui viendra après et la table des politiques après. Pour ce qui concerne la table des journalistes, je vais vous présenter Yvan Rioufol qui est, je commence par lui parce qu'il est le premier là. Éditorialiste au Figaro, combattant d'un monde libéral, libre et ouvert, sans restriction de réflexion et de pensée. Il subit beaucoup de pression. Alexis Lacroix, que vous connaissez aussi, qui est à l'Express, rédacteur en chef, beaucoup le connaissent. Raphaël, qui a un parcours formidable, avant de devenir journaliste et écrivain, il a été un homme de l'ombre. Il a été d'abord officier dans l'armée de Tsahal et puis ensuite un homme de l'ombre, c'est-à-dire ceux qui font des missions et des observations extrêmement complexes. Il a un œil sur l'antisémitisme vu de l'extérieur de la France. C'est très important qu'il nous amène sa réflexion sur sa vision de peut-être pouvoir combattre de manière forte l'antisémitisme. Et puis Harold Hillman, qui est très connu, C9, CNews. Il y a eu 4600 chrétiens qui sont morts l'année dernière parce qu'ils étaient chrétiens dans le monde entier, singulièrement au Soudan, mais les chrétiens d'Orient connaissent un martyr. Vous avez aujourd'hui en France 3 églises par jour qui sont souillées ou profanées. Et j'aimerais qu'un jour, effectivement, tous ensemble, nous nous retrouvions aussi pour protester contre cette nouvelle haine qui touche le christianisme et les catholiques en particulier. Et je dis ceci car nous sommes liés, nous, Français juifs, Français catholiques, Français chrétiens, nous sommes liés par une communauté de destin aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas ne pas voir que si les uns flanchent, les autres flancheront aussi. Donc il faut que cette vigilance qui est naturellement portée d'abord sur l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme est naturellement la première des victimes de toutes ces intolérances, il ne faudrait pas que cette vigilance vienne toucher également toutes les autres religions et la France en règle générale. Et donc c'est pour ceci que je suis là très régulièrement pour essayer d'éveiller les esprits. Et donc un esprit un peu distrait pourrait se dire, dans le fond, de quoi se plaignent-ils? 30 000 personnes, c'est quand même pas mal. Moi, je n'avais pas voulu aller à cette manifestation. Enfin, j'avais été juste en observateur très rapidement parce que j'y avais vu beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de faux culs, car cette manifestation, je le rappelle, avait été organisée par le Parti socialiste, qui en avait choisi ceux qui devaient participer ou pas, il en avait exclu quelques organisations politiques, et j'avais été absolument outré par cette grande hypocrisie qui consistait pour la gauche à accepter de voir auprès d'elle, dans le fond, toute une partie d'une intelligentsia et toute une partie d'une idéologie qui, au nom de l'anticapitalisme ou au nom de la critique de la politique d'Israël, et donc de l'antisionisme, faisait bon ménage avec ce nouvel antisémitisme déguisé. Et en plus, il y avait également parmi eux, pour des raisons plus électorales, beaucoup de personnes qui étaient prêtes à flatter le nouvel électorat, musulman en l'occurrence, en leur faisant entendre ce qu'ils voulaient bien entendre. Et donc, je n'ai pas aimé ce bal des faux culs-là, et d'autant moins que je me suis rendu compte très vite que toute la communauté médiatique se refaisait bonne conscience en désignant comme bouc émissaire de l'antisémitisme, cet antisémitisme que tout le monde connaît bien et qui rassure tout le monde, qui est l'antisémitisme d'extrême droite. Et pendant des mois et des mois, et des semaines et des semaines, et encore aujourd'hui maintenant, on nous assure que l'antisémitisme a bien identifié que c'est l'antisémitisme d'extrême droite et que d'ailleurs il est chez les Gilets jaunes. Et je vous invite à réécouter ce qu'ont dit le président de la République lui-même, désignant la peste brune, la lèpre qui monte, dans ses vœux de l'année dernière, enfin de 2018, il avait désigné la foule haineuse qui s'en prend aux juifs, aux homosexuels
et je ne sais plus à qui d'autre. Bernard-Henri Lévy, ton ami Bernard-Henri Lévy, se surpasse régulièrement en disant qu'il y a au cœur même de ce mouvement des Gilets jaunes un antisémitisme qui est un antisémitisme d'extrême droite. Et je veux bien admettre qu'il y a un antisémitisme d'extrême droite. Mon propos n'est pas de dire que ça n'existe pas. Mais je trouve que cette course au bouc émissaire fait oublier aujourd'hui ce qu'est le nouvel antisémitisme, qui est un antisémitisme d'extrême gauche très majoritairement. Un antisémitisme qui est porté aujourd'hui par tous ces mouvements anticapitalistes, antisionistes et cet islamo-gauchiste-là. Or, quand vous écoutez d'abord, les descriptions des médias ne font pas cette distinction-là. Les médias très régulièrement sont en train de dire encore aujourd'hui que c'est l'extrême droite qui est porteuse de tous les désordres, quoique maintenant ça se voit un peu trop que c'est l'extrême gauche, donc ils arrêtent un peu, et que l'antisémitisme est un antisémitisme enraciné. C'est ce terme d'enraciné qui revient souvent afin de ne pas faire la distinction. Et j'ai entendu le Premier ministre d'ailleurs, qui lui-même a théorisé ce refus de distinguer en disant très récemment il est vain de distinguer entre les antisémitismes. C'est un propos qui a été repris également par Bruno Le Maire dans les mêmes termes, donc qui répondait visiblement à un code de langage du gouvernement, de l'État. Or, je m'insurge justement contre cette facilité-là, qui est de dire que l'antisémitisme serait le même de ce vieil antisémitisme catholique qui fustigeait le peuple déicide, et ce nouvel antisémitisme de l'islam radical qui, lui, veut absolument, par une lecture littérale d'abord du Coran qui appelle à tuer les Juifs, et puis par extension par une volonté de faire payer Israël de son existence même, qui ne veut pas faire la différence entre les deux. Si on ne fait pas la différence entre les deux, et si les médias ne font pas la différence entre les deux, on ne peut pas lutter contre l'antisémitisme. Et donc moi, mon travail, ce que je fais depuis maintenant, alors du coup des années, 20 ans, peut-être même 30 ans, je ne sais plus, c'est précisément d'essayer de nommer les choses, tout simplement de nommer les choses comme un observateur, sans aucun a priori, et je suis naturellement prêt à nommer également l'antisémitisme de l'extrême droite. Sauf que, encore une fois, cet antisémitisme de l'extrême droite n'explique pas la montée j'ai vu que l'année dernière, il y a eu 74% des actes antisémites qui ont été comptabilisés, alors même que le mouvement des Gilets jaunes n'avait pas commencé. Donc la Libye des Gilets jaunes ne tient pas. Je vois qu'en Allemagne, l'Allemagne s'affole aujourd'hui après avoir fait son mea culpa et combien sur sa politique odieuse contre les Juifs durant la dernière guerre. S'affole de voir qu'aujourd'hui il y a une résurgence de l'antisémitisme qui est portée comme par hasard depuis 2015, c'est-à-dire depuis ce moment où Angela Merkel a ouvert son pays unilatéralement, sans en prévenir personne, à plus d'1 million de réfugiés venus du Moyen-Orient et de Syrie tout particulièrement. Et on entend encore dans la bien-pensance allemande que ce serait la résurgence de l'extrême droite. Non, on peut mentir un peu, mais maintenant que le fake news a été érigé comme la nouvelle vertu, lutter contre la fake news oblige à dire qu'en Allemagne aussi, le nouvel antisémitisme n'est pas un antisémitisme d'extrême droite. Alors il faut qu'on me le prouve. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est que c'est un antisémitisme qui est porté aussi par l'islamisme radical. Donc voilà, brosser un petit peu le tableau, qui est un tableau très mensonger, dans le fond, sur lequel beaucoup de journalistes se heurtent encore, dans les débats et ailleurs, et qui revient à dire, dans le fond, que le premier danger, et c'est un peu ce que je voudrais dire, c'est que le premier danger, ce ne sont pas les antisémites eux-mêmes, ils sont une plaie naturellement dont le masque doit être déchiré, mais les premiers dangers, ce sont tous ces tartuffes qui, au prétexte de se donner bonne conscience, appellent à manifester contre l'antisémitisme en côtoyant des antisémites, et tous ces mouvements antiracistes qui, depuis les années 2000, et tu l'as rappelé, avec la deuxième intifada, avaient fermé les yeux sur la montée de nouvel antisémitisme dans les cités, et encore aujourd'hui ferment les yeux devant la montée de l'antisémitisme dans les cités, et d'ailleurs, vous aurez remarqué que, alors qu'il y a une chasse aux Roms qui s'est installée au cœur même de la Seine-Saint-Denis, Bernard-Henri Lévy, encore lui, décidément, je ne veux pas, j'ai rien contre lui, mais là, il en accumule quand même. Bernard-Henri Lévy, inquiétez pas, je suis là pour le défendre. Bernard-Henri Lévy a dit que c'était également les Gilets jaunes qui faisaient la chasse aux Roms. Alors, moi, je veux bien que, même si les grands intellectuels se mettent également à ces mensonges généralisés et à cette sorte d'écriture automatique de l'histoire, on n'en sort pas. Donc, j'appelle à ce que l'on dénonce les tartuffes, j'appelle à ce que l'on dénonce les mouvements antiracistes, et j'appelle à ce que l'on fasse un effort élémentaire d'objectivité afin de regarder en face qui sont ces nouveaux antisémites. Merci.
Alexis Lacroix, allez-y. Merci. Vous allez le constater très vite, si vous ne le savez pas encore, je suis quand même en léger décalage par rapport à la sensibilité majoritaire, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça se vérifie. Et donc évidemment, c'est une preuve d'ouverture de la part des organisateurs de ce colloque. Moi, je représente peut-être, si vous voulez, au fond ce centre macronien, je ne sais pas, mais qui réserve aujourd'hui l'ire de, peut-être justifié, on va voir, de notre ami Yvan. Le point d'accord essentiel que nous avons, c'est qu'il y a effectivement en France, depuis plusieurs années, cela remonte au fond probablement à au tournant de 1967. Il y a une extrême gauche qui n'a rien appris et qui ne veut rien apprendre. J'en veux pour preuve un événement que nous n'avons pas évoqué, mais on aurait pu. En marge des Gilets jaunes, au mois de mars, il y a eu une agression absolument scandaleuse et tout à fait terrifiante si on réfléchit à sa signification profonde. Le philosophe Alain Finkielkraut, dont on peut partager ou pas les analyses, a été très gravement qualifié par certains gilets jaunes de sales sionistes et autres injures du même tonneau. À quoi a-t-on assisté dans la journée qui a suivi? C'est évidemment qu'une partie de l'extrême gauche n'est pas capable, pour des raisons idéologiques absolument profondes, de nommer le mal pour ce qu'il est. Eh bien, nous avons vu, du côté d'un média qui s'appelle le Média, nous avons vu du côté d'un parti qui s'appelle la France Insoumise, des gens qui nous juraient leur grand Dieu qu'ils n'avaient absolument pas entendu, en marge des cortèges des Gilets jaunes, d'injures antisémites contre Alain Finkielkraut. Faut le faire. On traite quelqu'un de sale merde sioniste, ils n'entendent pas d'injures antisémites. Si vous voulez, il faut être absolument, faut avoir un défaut de lucidité qui frise, à mon avis, l'aveuglement. Or, on a entendu ces gens-là. Je ne veux pas citer leur nom, on n'est pas là pour siffler les gens, on est là éventuellement pour leur répondre sur le fond idéologique. Mais on a entendu du côté du média, on a entendu du côté de la France Insoumise, des gens qui se relayaient sur les plateaux ou qui envoyaient sur leur compte Twitter des messages pour expliquer que non, c'était pas une injure antisémite. Donc qu'est-ce que révèle ce déni absolument flagrant d'antisémitisme? Eh bien, il révèle ce que nous pensons avec Yvan, à savoir qu'effectivement, depuis 1967, dans des franges entières de l'extrême gauche, les choses ne se sont pas arrangées, elles ont empiré. Ce à quoi on assiste, c'est effectivement à un déni systématique à nommer l'ennemi pour ce qu'il est. Il y a 3 antisémitismes dans la France d'aujourd'hui. Il y a un antisémitisme islamiste. Il y a un deuxième antisémitisme qui est celui que nous venons d'évoquer assez largement. C'est l'antisémitisme d'extrême gauche. C'est une palestinophilie, comme on disait dans les années 80. Ça donne cette patronne du média qui, lorsqu'elle voit qu'Alain Finkielkraut est traité de sioniste, n'entend pas, est incapable d'entendre l'insulte antisémite caractérisée. Et puis, enfin, il y a un antisémitisme qui émane effectivement d'un fond d'extrême droite. Je pense qu'il est en perte de vitesse. Les partis qui sont, disons, qui représentent aujourd'hui l'extrême droite en France, c'est-à-dire a priori d'abord le Rassemblement national, sont des partis qui ont fait un travail idéologique pour essayer de mettre à l'arrière-plan ce vieux fond idéologique. Et ce travail, jusqu'à un certain point, il a payé. Il y a sans doute pas plus hostile à cet antisémitisme atavique de l'extrême droite que Marine Le Pen. Mais on sait qu'elle est isolée, on sait qu'elle a des problèmes avec une partie de sa majorité. C'est pas l'objet, mais c'est pour vous dire que la réalité est toujours plus complexe que les slogans à laquelle nous la réduisons le plus souvent. On va demander à Harold Iman de s'exprimer sur le sujet. J'ai fait 10 ans de BFM, plus de 2 ans de CNews, et avant ça, j'étais en radio, à Radio Classique, et avant ça, à RFI. Donc l'audiovisuel public et d'information pure, je connais. Dans le Tout Info, est-ce qu'on aggrave l'antisémitisme? Je vous dirais qu'on aggrave tout. Le bien, le mal, le beau, le moche, tout ça, on aggrave. Parce que c'est notre formule. C'est constitutif. La répétition, c'est constitutif. On essaye de faire rafraîchir autant que possible, mais s'il n'y a pas une dépêche de plus et nos reporters sur le terrain n'ont rien vu bouger, allez, on vous repasse la vitre cassée, on vous repasse le flic qui donne un coup de pied, on vous repasse les 3 types qui attaquent une fourgonnette de la gendarmerie. Bon, LCI, CNews et BFM sont assez semblables. On a nos petites différences, mais on est assez semblables quand même. On est quand même soumis au rythme des informations qui arrivent et aussi à une peur presque panique que nous avons tous
d'être poursuivis en justice, ce qui fait que les affaires Knoll et Halimi, on les a maltraités par une espèce de retenue. On attendait que la presse d'investigation s'y mette. Voilà, j'ai déjà dit beaucoup en vous disant ça. Et ensuite, on est très sensible au pouvoir, quel qu'il soit. On ne roule pas pour LREM ou pour Sarkozy, LR. Bon, on ne roule pas pour ça. On est sensible au pouvoir, le château comme tel, hein, le trône de fer. C'est ça qu'on regarde. Et si eux nous disent tel acte est qualifié de telle façon, blanc, c'est bon pour nous, sauf si c'est un scandale d'État. Ça peut arriver. Mais en gros, on attend le feu vert, parce qu'on ne va pas vraiment commencer à pédaler à contresens d'un procureur, si on n'a pas assez d'éléments. On essaie de les avoir, mais grosso modo, on n'est pas vraiment le royaume du scoop. Et ça, j'ai constaté, même quand j'étais à RFI, des gens me téléphonaient avec des trucs, ils disaient, ça c'est un scoop. J'ai dit, t'as téléphoné à la mauvaise adresse. Il va falloir que le canard enchaîné le sorte d'abord, pour que nous, on se réveille. Et parce que nous, quand on en parle, on va immédiatement repérer, et ça va être les poursuites judiciaires et les confusions et les polémiques, et on est allergique à ça. Donc, voilà pourquoi on suit le pouvoir. Maintenant, on peut suivre aussi l'opposition. Tout ce qui est officiel, on aime bien. C'est constitutif des trois. C'est quelque chose de mécanique qui est dedans. Maintenant, deux autres facteurs qui sont propres à au tout info. Quel est le degré de qualification des journalistes sur les plateaux? Pourquoi est-ce qu'on les laisse parler si on n'a pas leur CV en main? On ne sait pas s'ils ont fait des voyages au Moyen-Orient, juste ils déblatèrent, ils n'ont jamais lu aucune histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah, rien. Ils prennent des dépêches, ils stabilotent des trucs et ils se mettent à parler comme des perroquets. Bon, d'abord, en audiovisuel, la prime est à celui qui sait parler. Alors d'abord vous bougez les lèvres, ensuite vous mettez les mots dedans. C'est pas l'inverse. Donc il y a des gens qui ont une culture pas formidable. En sortant de l'école de journalisme, absolument personne n'a lu Mein Kampf et la plupart pensent qu'il est interdit de l'acheter. Voilà, on baigne dans une espèce de moyenne attitude française, on dit des trucs vraiment neutres pour éviter la polémique. Par contre, ce que beaucoup d'entre vous remarquez, c'est ce qu'on appelle le bandeau. C'est en bas de l'écran, les petites phrases qui passent. Vous faites une capture d'écran et vous dites, tenez, il y a un antisémite dans la chaîne. Bon. Ou un anti-ceci, ou un anti-cela, ou un pro-gilet jaune, ou un anti-gilet jaune. Quand il y a les stagiaires de 23 ans qui écrivent le scroll, le bandeau, très souvent je les corrige. Et je vous donne un exemple, puis je me tais. C'est quand il y a eu l'assassinat au musée juif de Bruxelles, et le petit macaron, je ne sais plus, on l'appelle un bump ou un truc comme ça. Vous voyez, il y avait comme un petit dessin sur meurtre au musée juif de Bruxelles. Okay. Et il y avait un drapeau israélien. Alors j'ai dit, bon, c'est un peu un raccourci. Oh, c'était pas l'ambassade d'Israël. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient pris un drapeau israélien qui avait été collé sur la barrière de la police et l'avaient agrandi. Et j'ai dit, mais si vous mettez un drapeau, mettez le drapeau belge. On est en Belgique, bon sang. Et ils l'ont enlevé et ils ont mis autre chose. Parce que ça leur avait paru porteur de signification et ne voyaient pas la distorsion que ça pouvait produire par la suite. Je me rappelle pendant la guerre de Gaza, je crois que c'était 2013, où d'ailleurs j'étais invité, je suis allé à Sderot. Et on a été tiré dessus. Bon, je suis allé à l'ambassade d'Israël pour arranger le voyage. En sortant, je vois quelqu'un au café Berkeley qui dit « Oh, BFM !»
je ne peux plus vous regarder, hein, ce que vous dites sur Israël, ce n'est plus possible. Hein. OK. Ensuite, je vais à l'ambassade de Palestine, qui à l'époque fonctionnait, maintenant c'est complètement électrocardiogramme plat. Et ils m'ont dit, ah non, 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 BFM, on ne peut plus regarder. Ah non, 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 on ne peut plus regarder ça. Hein. Parce que vous avez mis un reporter à Ashkelon et attendez. Hein. Bon. Oui, oui. Donc, ça nous fait plaisir, imaginez-vous. Quand tout le monde nous déteste, ouais, c'est aussi bien que quand tout le monde nous aime. Voilà, je m'arrête. Merci. Alexis Lacroix. Très rapidement, Édouard, parce que je ne veux pas voler le temps de parole. On est d'accord. Il y a effectivement un astre noir d'un certain nombre de médias qui est la concession démagogique, commerciale, à quelque chose qui est par ailleurs dans la société, qui est la haine d'Israël. Moi, je me bats depuis 18 ans contre la haine d'Israël. Il peut y avoir dans certains médias la tentation de céder à la haine d'Israël, ou en tout cas de l'accompagner, de surfer démagogiquement sur cette vague dégueulasse. Moi, je pense qu'effectivement, ça, c'est une lutte de tous les instants pour les journalistes. On peut y résister, on peut y riposter. Nous avons à faire un travail de vérité, de rapport à la vérité. Or, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire augmenter le niveau général de vérité lorsqu'il est question des Juifs et lorsqu'il est question d'Israël? C'est raconter la positivité d'Israël, c'est célébrer la gloire d'Israël, c'est faire comme mes amis du Point il y a un an, une sur Israël, la Startup Nation. Voilà ce qu'on peut faire. C'est-à-dire dire qu'il y a en Israël de grands accomplissements à l'ombre du sionisme, répéter comme Emmanuel Navon qu'au fond c'est une victoire historique, the victory of Zionism, ça c'est vrai. Et dans certains médias en France, je suis désolé d'aller peut-être à l'encontre des thèses dominantes de ce colloque, il y a des journalistes qui font ce travail-là, qui vont en Israël pour raconter les accomplissements merveilleux de ce pays. Il y a une grandeur de la société israélienne aujourd'hui, il y a une positivité du sionisme, il y a des accomplissements économiques, sociétaux, culturels qui sont absolument formidables et qui peuvent même servir de modèle pour un certain nombre de pays occidentaux. Voilà ce qu'on peut faire aussi à notre petit niveau de journaliste pour répondre à cet Israël bashing qui est par ailleurs si terrifiant dans la société française d'aujourd'hui. Merci Alexis. On va donner la parole à François Dorcival qui a toujours une analyse extrêmement fine et pointue. Je voudrais vous livrer un témoignage personnel qui sera suivi par une analyse. Ce témoignage personnel commence ce matin d'une certaine façon. Ce matin parce que ce matin au plateau des Glières, le président de la République actuelle et l'ancien président de la République, c'est-à-dire donc Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, entourés de toutes les autorités, ont été célébrés un hommage à la première bataille de la Résistance. Cette cérémonie avait cette particularité qu'elle a été précédée par deux interventions étonnantes, surprenantes, dans un hommage militaire et politique, qui en faisaient une sorte de liturgie préalable, l'intervention du grand rabbin de Lyon, suivie par celle du curé de la paroisse de Thônes, proche des Glières, et en particulier du cimetière, on l'appelle maintenant la nécropole nationale de Morette, où sont ensevelis 105 corps des combattants des Glières et des maquisards, soldats, chasseurs alpins, 105 tombes. Toutes sont marquées par une croix de fer, et pas seulement des croix de fer, il y a aussi des étoiles de David. Des étoiles de David mêlées aux croix de fer, aux croix catholiques chrétiennes, protestants catholiques, et donc juifs. Et c'est la raison pour laquelle le grand rabbin de Lyon est venu s'exprimer avant le curé de la paroisse. Et alors, là où est le témoignage personnel, si vous voulez, c'est que parmi les combattants du plateau du Glières, il fallait un infirmier en chef, il fallait un médecin. Et ce tout jeune médecin, c'était Marc Bombigère. Et ce Marc Bombigère est inhumé à cet endroit-là, à quelques mètres de mon propre oncle, mon parrain, le frère de ma mère,
qui donc se trouve aussi dans ce cimetière. Et c'est à ce même endroit que j'ai fait la connaissance du grand rabbin de France, Haïm Korsia. Et j'y vois évidemment tout un symbole. C'est que cette France fraternelle dans le sacrifice, puisque ce sont des hommes qui se sont sacrifiés pour la liberté du pays, qui étaient célébrés ce matin, c'était donc des croix et des étoiles de David. Et ensuite, les jeunes gens des écoles, avec des fleurs et accompagnés de soldats du 27e bataillon de chasseurs alpins, où j'ai maintenant un neveu, eh bien, ces jeunes gens venaient rendre hommage de génération en génération à ces croix et ces étoiles de David. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons, à la Libération, reconstitué ce que le président de la République a appelé ce matin cette France qui avait cessé d'être la France. Nous avons reconstitué cette communauté nationale où, quand on meurt, il y a une croix ou une étoile de David. Et ceci a duré plus d'une génération, en gros 36 ans, 1944-1980. Qu'est-ce qui se passe en 1980? Une rupture terrible. 3 octobre 1980, un vendredi, explosion d'une bombe de 10 kilos devant la synagogue de la rue Copernic. C'est ce jour-là, et pour la première fois depuis les batailles de la Seconde Guerre mondiale et les atrocités qui s'y sont commises, mais aussi la paix que nous avons réussi à faire entre nous, c'est la première fois qu'un attentat a lieu contre une synagogue dans ce pays. Ça, c'est une rupture fondamentale. Elle est tellement surprenante, cette rupture, qu'on ne sait pas à qui l'attribuer l'attentat. Et c'est une telle horreur, une telle surprise, que l'onde de choc provoquée par cet attentat non seulement traverse la totalité de la presse française, de l'Humanité au quotidien de Paris, mais qu'on est stupéfait, on est sidéré par ce qui s'est passé, ce qui est arrivé. Et naturellement, un vieux réflexe ressurgit parce qu'on se pose la question, mais qui a pu faire ça? Et le réflexe qui surgit, c'est évidemment d'attribuer l'attentat à l'internationale néo-nazie ou à des ultra-droites qui n'auraient pas encore compris. Et le gouvernement, d'ailleurs, comme première décision, décide effectivement de dissoudre 2 organisations d'ultra-droite, et on croit que les choses sont réglées. Or, nous avons à l'époque un grand rabbin de France qui va lui laisser des traces formidables dans notre débat public, dans l'influence qu'il va laisser, le grand rabbin Kaplan. Et ce grand rabbin Kaplan dit ceci: oui, l'antisémitisme vient d'agir à visage découvert. Il dit ça le surlendemain de l'attentat. Donc nous sommes le 5 octobre 1980. L'antisémitisme, oui, agit à visage découvert. Il se dissimule derrière l'antisionisme à l'égard d'Israël. Nous sommes il y a 39 ans. Et dont l'audace et la malfaisance sont sans limite. Ça signifie que le grand rabbin Kaplan, en ce 5 octobre 1980, a déjà tout dit et tout compris en quelques phrases. Quelques phrases. Ces quelques phrases, au fond, elles vont nous aider ensuite à suivre ce qui va se produire. Et donc on va certes chercher le coupable pendant 25 ans. Et on va le trouver, grâce heureusement
à l'acharnement, non seulement des associations, mais aussi des services de police, de renseignement et de quelques juges. Et qui va-t-on trouver? On ne va pas trouver un djihadiste classique. Non, non, non. On va trouver un combattant islamiste palestinien. Et donc, toute la signification se résume là. C'est que le premier attentat qui est venu porter atteinte au symbole de la France fraternelle, né des combats de la résistance et de la libération, il est venu mettre une bombe symbolique pour dire ce que je mets d'abord devant moi, c'est cette rupture, ce déni de l'existence d'Israël. C'est là où effectivement je rejoins tant le propos d'Alexis Lacroix il y a un instant. Et donc ce déni de l'existence de l'État d'Israël, à l'époque, il est tellement inenvisageable que vont se réunir dans les 3 jours de l'attentat de la rue Copernic et de la synagogue de la que 200 000 personnes, pas 20 000, pas 30 000, 200 000 personnes se réunissent place de la République. C'est traduire là l'effarement de la communauté nationale devant ce qui s'est produit. Or, ce qui s'est produit, cette rupture, c'est la négation de l'État d'Israël à travers la revendication de ce terroriste palestinien. Et qu'est-ce que ça signifie pour la suite? Qu'est-ce qui s'est passé entre 1980 et aujourd'hui pour que nous en soyons toujours à parler de l'antisémitisme et des moyens de combattre contre l'antisémitisme? Nous avons voté des lois. Il y en avait une de 1972, il y en a eu d'autres de 1990 et plus tard. Nous avons voté des lois. Nous avons marqué l'éducation nationale. Nous avons suscité des classes d'enfants et d'élèves que nous avons emmenés dans les camps de la Shoah. Nous avons fait 20 000 articles et des films et des documentaires et des témoignages. Et pourtant, cet antisémitisme, il continue d'être là, pas d'être là, de se transformer, de s'intensifier, de donner lieu à l'attentat épouvantable, atroce, provoqué par Mera, dont on a en ce moment même le procès aux assises et en appel de son frère. C'est ça qui s'est produit depuis 40 ans. C'est ça qui s'est produit. Et pourquoi ça s'est produit? Ben, faut malheureusement le dire. Il faut malheureusement le dire. C'est cette tentative d'islamisation de la société française. Et donc, nous pouvons, nous, médias, dire beaucoup de choses. Nous pouvons continuer le combat qui est le vôtre et qui est le nôtre, de défendre Israël, puisque c'est Israël qui est en cause à travers l'antisionisme, et de convaincre précisément les antisionistes qui s'habillent du masque de l'antiracisme en assimilant l'un à l'autre. Nous ne pouvons le faire qu'à partir du moment où nous cessons de nier que nous avons assisté depuis 40 ans à la mutation de la société française sous l'influence de la propagande de l'islamisme qui nie à tous égards l'existence de l'État d'Israël. J'en veux une preuve supplémentaire. C'est que avant-hier, vendredi, qu'est-ce que c'était que la marche qui réunissait des milliers de personnes à Gaza pour affronter les forces de sécurité israéliennes? Qu'est-ce qu'elles disaient, ces banderoles? Que disaient ces manifestants? Que disaient les organisateurs? Il s'agit de chasser Israël des terres que nous revendiquons. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans avec la bombe de la rue Copernic, ou aujourd'hui avec la marche de Gaza, nous avons exactement les mêmes objectifs,
les mêmes buts, les mêmes langages. Et c'est ce que le grand rabbin Kaplan dénonçait le 5 octobre 1980. À partir du moment où nous, médias, sommes capables de dire cela, de le répéter, alors oui, nous faisons notre métier. Merci beaucoup. François, vous devriez avoir une chaire de journalisme et faire passer tous les étudiants en journalisme chez vous pour qu'au moins ils aient conscience de ces points-là, qui, je ne crois pas, sont systématiquement étudiés dans les écoles de journalisme. C'est un autre problème. En tout cas, merci. Je voulais juste dire un mot. Vous parlez d'éduquer les journalistes, etc. J'ai toujours remarqué que beaucoup de mes collègues n'avaient aucune connaissance d'Israël. Mais alors, aucune, n'y était jamais allé, ne savait pas la taille, pensait qu'on parlait anglais là-bas, ou yiddish, enfin, avait des rêves complètement dingos. Et donc, avec l'ambassade d'Israël, j'ai participé à un voyage pour en emmener 5 en décembre en Israël, la plupart étant arabes. Et ils n'avaient français de nationalité sauf un. Et voilà, ils ont compris qu'on ne les lynchait pas dans la rue. Je leur demandais pas de changer d'avis, l'ambassade non plus. Personne ne leur a demandé de signer « J'adore Israël », mais juste arrêter de faire un dessin animé de choses qui n'existent pas. Pour moi, ça c'est le premier pas. Harold, excusez-moi, mais des gens très méchants disent que les journalistes n'ont pas seulement, les jeunes journalistes n'ont pas seulement la méconnaissance du problème du Moyen-Orient, ils ont une méconnaissance totale en général. C'est un peu dur, mais on l'entend beaucoup. Yvan ? Simplement, je pense qu'également cet attentat de Copernic a eu peut-être aussi pour effet de couper le lien précisément qui nous unissait, nous, chrétiens et juifs. Israël, aujourd'hui, est vu comme l'abomination des abominations, puisque c'est un pays qui se réclame de ses racines, de son histoire, de sa nation, de son peuple, de ses frontières, de tout ce que le politiquement correct déteste et de tout ce que, d'ailleurs, ce gouvernement-là cherche à déstabiliser et à décrédibiliser en attaquant non pas Israël très directement, mais ceux qui se sont alliés à Israël, et je pense particulièrement à la Hongrie de Orban et à tous ces pays-là qui sont des pays qui sont jugés relapses par la pensée conforme, parce que précisément ils se réclament de ce que moi je défends depuis toujours, c'est-à-dire d'une identité en l'occurrence d'une identité nationale concernant la France et d'une identité aussi religieuse concernant Israël, c'est un autre problème. Mais je pense que cette rupture de lien qui effectivement s'opère aujourd'hui, on le voit bien, au cœur de la société française est dramatique, et je reviens donc à mon propos initial d'expliquer pourquoi aujourd'hui il est urgent que les chrétiens, les catholiques, les juifs se reviennent ensemble et comprennent qu'ils vivent un destin commun. Je reconnais à Bernard-Henri Lévy le courage d'avoir dénoncé bien sûr l'islamo-gauchisme en son temps, je lui reconnais le courage d'avoir défendu le peuple kurde, j'aimerais qu'il ait ce même courage pour défendre le peuple français. Merci. On va passer la parole à Raphaël Yerushalmi. Et maintenant, on fait quoi? On fait quoi par rapport à cet antisémitisme, anti-sionisme, tout ce que vous voulez? Il y a un problème des médias, il y a un problème du parler gouvernemental, mais que ça ne touche pas toujours autant de monde que vous croyez. Et qu'il y a une immense majorité de Français, et même parmi les jeunes, qui sont indépendants dans leur esprit, qui veulent comprendre, qui veulent savoir, et qui ne sont pas nécessairement influencés sous la coupe de la propagande et des médias. Et ça, je l'ai vu de moi-même. D'ailleurs, souvent, les profs m'admettent, c'est la première fois qu'on entend l'autre côté. Parce que des conférences, ils en ont, mais on n'a jamais vu un Israélien. Et donc, quand je vais sortir de cette école où j'ai été si bien reçu, où des adolescents me posent des questions, je les remercie pour leur indépendance d'esprit, parce que quand je vais aller prendre mon train pour partir de chez vous, je vais aller à Relais, je vais prendre un journal au hasard et je vais avoir envie de vomir de ce qu'on dit sur mon pays. Et à ce moment-là, la question se pose. Tous ces enseignants, tous ces élèves, tous ces publics que je rencontre viennent avec des questions récurrentes qui m'étonnent. Comment se fait-il qu'ils ne savent pas certaines choses sur Israël, sur Jérusalem, sur le judaïsme en général, sur les juifs français qui sont leurs voisins? Il y a une nuance très très importante. Aujourd'hui, on se rend très très bien compte que les mesures légales ne suffiront pas.
tout va passer par l'éducation. C'est avant tout la pédagogie, c'est ça qui doit primer. Et la preuve en est qu'on a parlé justement, si on parle d'éducation, des écoles de journalistes, des journalistes. Alors là aussi, y a-t-il des journalistes antisionistes, antisémites, Il y a une chose qui est certaine, ils vont tous à la même école de journalisme. Et ils apprennent tous les mêmes choses, qui font qu'ils sont déformés dès le départ. Aujourd'hui, on arrive à accepter l'inacceptable. Aujourd'hui, qu'on soit pro ou anti-israélien, on utilise le thème Cisjordanie. C'est quoi la Cisjordanie? Ça, c'est pas en Judée-Samarie. La Cisjordanie, c'est un terme beaucoup plus artificiel sur le plan historique et géopolitique que Judée-Samarie, qui est un véritable terme historique et géographique. On n'ose pas dire le mont du Temple. Le mont du Temple, c'est l'esplanade des mosquées. Un militant du Hamas, on n'ose pas dire terroriste. Voilà ce qu'on... Donc, même sans être anti-sioniste, il y a aujourd'hui un langage accepté, agréé, qui fait que ça devient normal qu'un type du Hamas soit un militant. Camus était un militant. Dans les choses amusantes et dans le positif, depuis 3 mois, je suis le correspondant israélien de Charlie Hebdo. Donc vous allez avoir à... Parce que Charlie Hebdo, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont un petit peu un changement de format et peut-être même, je dirais, de ton. Ils restent aussi provoques et agressifs qu'avant. Il y a un peu un changement de format avec l'ouverture de leur colonne en dehors de l'équipe de choc Charlie Hebdo. Je serai le reporter, ça sera une fois par mois. Ils ont été très malins dans leur approche. Ils ont dit, mais en fait, toi, tu n'as pas besoin d'écrire comme nous, agressivo Charlie Hebdo. Tu écris comme toi, tu écris en tant qu'écrivain. C'est le sujet qui fera l'humour et la provoque. Et donc mon dernier article, le premier c'était sur le traitement de la maladie mentale en Israël, à travers lequel effectivement on passe toutes les souffrances du peuple juif en revue. Mais le second, le dernier que j'adore, c'est les Arabes de Tzahal. Et à travers les Arabes de Tzahal, la question c'est qui sont ces musulmans qui défendent l'État d'Israël? Et à travers évidemment cet article, vous imaginez bien l'information qu'on fait passer, d'abord positive sur une coexistence juif et musulman, etc., etc., et la démocratie, etc. Il y a des vérités très simples qui sont jamais dites. Vous les connaissez. Imaginez-vous que vous êtes devant quelqu'un et qui vous dit « mais c'est quoi le judaïsme? C'est quoi le juif ?» C'est pas si facile que ça de répondre au tac au tac. Donc il y a juste 3-4 trucs à dire. C'est clair, concis, très simple. C'est chaque thème et il y a 10 points. Le sionisme, 10 points. Le judaïsme, 10 points. Le boycott, c'est quoi? Tous ces thèmes sont repris là, mais il y a aussi comment faire passer le message. C'est-à-dire, c'est bien de savoir ces choses-là, mais à qui avez-vous les dire et comment allez-vous les dire? Moi, je dis c'est une perte du temps de s'attaquer à l'antisémitisme. Je dis qu'il faut beaucoup plus travailler sur l'éducation et beaucoup plus travailler sur toutes ces personnes qui sont mal informées, qui sont soit des amis d'Israël, soit des gens qui sont prêts à apprendre à écouter. Vous allez perdre, vous casser les dents contre les islamistes et les gauchistes, vous n'y arriverez pas. Donc il vaut mieux s'investir sur la pédagogie, sur les gens bien, dirons-nous. Alors la presse. Attaquer de front la presse, ça n'est valable que s'il y a une ligne rouge qui a été dépassée. Autrement dire, attaquer de front, insulter un média, c'est contre-productif, vous allez être mal vu, liberté de la presse oblige. Il y a des lignes rouges qui permettent de l'attaquer de front d'une autre manière. Je vous déconseille surtout le droit de réponse. N'utilisez jamais le droit de réponse. Les 3/4 des journaux ne sont pas toujours très honnêtes. Ils vont vous donner, s'ils vous donnent le droit de réponse, ils vont le mettre, alors que l'article que vous critiquez était en première page, votre droit de réponse sera à la dernière page après les pompes funèbres et les réclames pour Canigou. Et en plus, autour de votre réponse, il y aura encore 1 ou 2 articles qui précisent quel horrible personnage vous êtes. Donc votre droit de réponse, vous faites avoir. Par contre, il y a des lignes rouges qui ne peuvent pas être ignorées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tellement on s'est habitué à un certain langage dans les médias, des fois c'est même pas toujours par méchanceté, c'est juste par bêtise. Et donc, à force de dire militants, les gens du Hamas, c'est des militants, c'est pas des terroristes. Et à force de parler de la Judée-Samarie, que c'est la Cisjordanie, alors c'est vraiment un morceau de la Jordanie.
Et bien là, dans le Nouvel Observateur, ils ont poussé cet exercice linguistique à fond la caisse, et il y a eu un splendide article de Sarah Daniel, la fille de Jean Daniel, qui a prétendu que les soldats de Tsahal violaient les femmes palestiniennes. Exactement. Voilà. Et Stéphane Juffin de la MENA m'envoie un mail, il dit « T'as vu, t'as vu, t'as vu ». Mon sang n'a fait qu'un tour. En une nuit, car je me suis dit, ça je ne laisse pas passer, mais je vais attaquer le Nouvel Observateur. J'ai décidé de porter plainte. Dans la nuit, j'ai dit, moi tout seul porter plainte, j'ai l'air de quoi? C'est un des invités d'aujourd'hui d'ailleurs qui a été notre avocat, Maître Golnadel. J'ai contacté dans la nuit les plus grandes légendes de l'armée israélienne, tous les plus grands généraux, des légendes, des gens des livres d'histoire. On a été à la fin, c'était le chiffre symbolique que je voulais atteindre, on a été donc 100 officiers supérieurs de Tsahal qui ont porté plainte contre... Alors ça évidemment je vous ne le conseille pas. Dans ce manuel, vous avez à qui vous adresser si vous voulez faire des procédures juridiques, à quel service de police, à quel service aussi au niveau européen vous pouvez vous adresser pour signaler des cas d'antisémitisme et pour réagir. On va pouvoir savoir comment obtenir ce manuel peut-être? C'est en ce moment en train de décider qui va le sortir, et voilà, c'est entre le communautaire, l'institutionnel, le gouvernemental et le commercial chez un éditeur. Merci Raphaël, je suis sûr que beaucoup vont vouloir l'avoir, mais surtout ce dont je suis sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux abonnés à Charlie Hebdo parce que vous allez occuper une rubrique intéressante. Je voudrais, avant qu'on passe à une série de questions, saluer quelques personnalités dans la salle. Monsieur Resk, président des Coptes d'Égypte, qui est un ami de longue date de notre association. Evagoras Mavromatis, qu'on ne présente plus, qui est le président des Chypriotes de France, qui est un ami très très proche de notre communauté. On va peut-être pouvoir s'adresser à la salle pour quelques questions rapides, s'il vous plaît, avec une réponse rapide également. Je voudrais qu'à tour de rôle, si c'est possible, vous nous répondiez sur la méthode ou les méthodes qu'il faudrait que ce gouvernement emploie très vite pour résoudre ce problème de l'antisémitisme. Est-ce que c'est un problème de sanction? Est-ce que c'est un problème avant la sanction, d'éducation, ce qu'on verra tout à l'heure? Mais je crois quand même que les sanctions, c'est quelque chose d'important, et maintenant qu'il faut commencer à envisager de les appliquer. Je voulais juste remercier Yvan Rieffol parce que vous avez parlé des chrétiens d'Orient, qui est un sujet très important. Une question très rapide à Monsieur François Dorcival. Vous avez parlé de l'islamisation de la France. Je pense malheureusement qu'on a déjà passé cette étape. On est à la charianisation de la France, ça veut dire appliquer la charia en France. Ça, c'est première chose très dangereuse et très importante. Il faut faire face. Merci. Deuxième chose, vous avez parlé de 1980, date sinistre de Larry Copernic. 3 ans avant, il y avait un grand homme qui s'appelle Anwar Sadat qui a visité Jérusalem en 1977. En 1979, il a fait la convention de Camp David avec le premier ministre Menahem Begin et ils ont signé la convention de paix. Et il a donné sa vie, il a été tué en 1981, justement à cause de ce qu'il a fait, de cette politique de paix qu'il avait fait. Je pense que Larry Copernic est lié aussi à ces choses-là. Maintenant, une dernière chose pour répondre, qu'est-ce qu'on doit faire? Pas des sanctions pour l'antisémitisme, nous on fait autre chose. Nous on fait une liste européenne avec toutes les religions, des musulmans, des juifs, des chrétiens, et on fait une radio qui sera en français, en arabe et en hébreu et en berbère. Voilà comme ça, nous, comment on lutte contre l'antisémitisme. Merci. Merci. Je ne peux que vous remercier pour avoir souligné ce que j'avais négligé par méconnaissance ou par oubli. Donc je vous remercie très vivement. Mais ce que vous dites à la fin, c'est vous dites la réponse, comme d'habitude d'ailleurs, la réponse, elle est politique. Elle est politique. Vous vous engagez dans un combat politique. À l'occasion des élections européennes, vous montez une liste avec pluri-religieuse et je ne peux pas discuter votre choix. Au contraire, j'estime qu'en effet, tout est politique. Alors, la question de Claude, je ferai un lien entre la question de Claude et puis les remarques de notre ami Raphaël. Ma réponse à Claude en même temps qu'à Raphaël, la principale signature aujourd'hui, elle est
anonyme. Elle est anonyme. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est l'ensemble des réseaux sociaux. C'est sur ces réseaux-là que circule le plus d'amalgames, de fausses informations, d'insultes, d'agressivité, de violence verbale, parce que précisément c'est anonyme. Alors que l'on fasse donc appliquer la loi qui existe dans tout ce qui est écrit et signé, parce que si on peut discuter et polémiquer avec l'Obs, comme on peut le faire avec Marianne, comme on peut le faire avec nous-mêmes, etc., c'est parce que nous signons nos papiers. Sur Internet et les réseaux sociaux et les Facebook et autres, il n'y a pas de signature. Donc commençons par cela. Et effectivement, on va voir à ce moment-là les réseaux se contracter, parce que eux aussi devront faire attention. Et je vous assure que pour le moment, ça n'est pas gagné. Donc il y a là une nécessité pour des autorités gouvernementales, des exécutifs, d'agir dans ce sens. On sait très très bien que ce que nous tentons de faire ici, ça bloque complètement aux États-Unis, où la loi est différente. Donc on ne peut pas nous faire tous les procès, mais il y a des solutions à mettre en œuvre. Merci. Merci, merci à vous. Moi, je suis très prudent dès qu'il s'agit de limiter la liberté d'expression. Pardon, Claude, mais je pense que là, on est sur des pentes savonneuses. Je crois que, en plus, cela incite toujours par effet mimétique d'autres communautés à réclamer les mêmes obligations, les mêmes droits, etc. On arrive à des surenchères victimaires qui du coup risque de paralyser totalement la liberté d'expression, qui n'est déjà pas en très bonne forme en France, me semble-t-il. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette loi sur les fake news est une mauvaise loi. Je pense qu'il faut laisser dire les choses, avec la limite naturellement du raisonnable et de la loi qui d'interdire les propos racistes et les appels au meurtre et les violations de la loi, des intimités, bien sûr, mais je crois que ce n'est pas la bonne solution, de mon point de vue, que de vouloir sanctionner. En revanche, la solution, je l'ai esquissée, c'est effectivement de démasquer, c'est de faire de se confronter aux réalités, de regarder avec lucidité où est le nouvel antisémitisme. Quand, par exemple, Finkielkraut s'est fait insulter, le type lui a dit on est chez nous ici, et immédiatement on a dit ben voilà, c'est bien ce qu'on vous disait, c'est l'extrême droite, sauf que c'était un islamiste. Et donc il fallait entendre d'ailleurs ce que disait ce type-là dans les propos littéraux qu'il proposait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les islamistes s'estiment chez eux aujourd'hui en France par un effet de substitution de population et un effet de remplacement. Et donc il est plus utile, me semble-t-il, de dire qui prononce cette phrase et ne pas faire un contresens en disant que cette phrase est symbolique précisément de l'extrême droite, parce que sinon on trompe les gens. Alors c'est ce qui s'est passé, pas partout dans la presse, mais on a dit ceci aussi. Et puis sinon de redire en effet, de dénoncer les hypocrites, les focus que je vous ai dit en préalable, et tous ces antiracistes de pacotille qui en fait se tolèrent un racisme dès qu'il s'agit en tout cas de l'antisémitisme et de l'antisionisme. Je remarque aussi que lors du dîner du CRIF, le président de la République, qui jusqu'alors était quand même très prudent sur ces différenciations, a admis malgré tout que et là c'est une déclaration officielle qu'il a faite pour la première fois, que derrière l'antisionisme, on pouvait y voir en effet un antisémitisme, mais d'ailleurs il n'a pas été jusqu'à le sanctionner, je crois qu'il a eu raison. Moi, ce qui m'inquiète, c'est un certain langage qui est tenu par les politiciens français, dont Monsieur le Président de la République... c'est ça qu'il faut dire, hein, Mr. President, Monsieur Macron, qui est venu assister à un événement pour la résistance et qui ira bien sûr se recueillir au mémorial de la Shoah. C'est très bien, et qui dénonce l'antisémitisme, c'est très bien. Mais la semaine dernière, lorsque Donald Trump a eu le culot scandaleux de reconnaître l'hégémonie israélienne sur le Golan, la première réaction de Monsieur Emmanuel Macron, c'est inacceptable. Israël ne peut pas avoir le Golan. Ça, c'est un président de la République avec d'autres chefs d'État européens qui passent leur temps à vous dire qu'ils sont pour une solution pacifique du conflit israélo-palestinien avec des concessions, mais tout en assurant la sécurité de l'État d'Israël. Eh bien, moi, je peux vous dire que vous mettez un enfant de 10 ans sur le Golan, et vous lui dites, on va jouer aux gendarmes et aux voleurs. Tu prends quoi? T'es là ou t'es en bas dans le Kinneret? Il n'y a pas besoin d'être président de la République ou général pour savoir que le Golan, c'est la sécurité de l'État d'Israël, et celui qui refuse ce Golan menace l'existence d'Israël.
On va organiser un voyage pour le président Macron sur le Golan uniquement. Résultat des courses, vous n'allez pas changer Emmanuel Macron, mais résultat des courses, j'insiste et je répète, ne perdons pas nos temps avec des gens qui sont déformés à les reformer, ça c'est impossible. L'éducation, la pédagogie, d'où cet outil que j'utilise, que je vais vous donner, parce que ça vient des élèves, des étudiants, c'est leurs questions, leurs préoccupations, et eux, ce sont des gens qui posent des questions, qui veulent bien recevoir une réponse, alors que M. Macron, lui, il a déjà toutes les réponses, et il sait très bien, lui, si on a besoin du Golan ou pas du Golan, donc il n'y a pas grand-chose à espérer. Comme ceux qui donnent des réponses à des problèmes qu'ils ne connaissent pas. Harold. Oui, juste un petit commentaire technique. Donc, que peut faire, c'est ça, la presse pour arrêter l'antisémitisme? Bon, je pense que... S'il vous plaît, un peu de silence. On commence à développer une capacité de démasquer les fake news, pour la simple raison qu'on ne vit pas des fake news, qu'on a un staff pour le faire et qu'on est assez bon dans la chose, et c'est en train de monter de partout. Donc, plus on perce les fake news et on apprend à ceux qui naviguent et mangent les fake news toute la journée, qu'est-ce que c'est qu'une source, ceux qui sont incapables de faire. Et je suis à côté de la personne qui décrypte les fake news, on les appelle la minute de l'infox ou je ne sais plus quoi, et ils passent presque tous les jours. Et c'est fascinant de voir combien c'est facile de les démasquer. Donc en fait, il faut quand même apprendre aux gens, si vous vous laissez berner, c'est que vous aimez ça, et sevrez-vous de ce machin. Merci à vous tous.